Bonjour à tous. Alors, comme on l'a dit, nous sommes une start-up aujourd'hui incubée au sein d'Incube Alliance, raison pour laquelle nous sommes ici. Et la deuxième raison, c'est le fait que notre innovation est basée sur la physique et sur un objet qu'on appelle le puits quantique. Et je vais essayer de vous montrer comment, à partir de cet objet relativement conceptuel, on a pu arriver à un produit, cette fois-ci, qui soit un capteur chimique. Alors tout d'abord, quel était le besoin qu'on cherchait à remplir? Le besoin, il se trouve dans les applications écologiques, où il est important de pouvoir mesurer à des précisions aussi faibles qu'une molécule parmi un milliard d'autres molécules, des molécules telles que le CO2, le CO, le NO, qui ont soit des effets nocifs, soit des effets de pollution de l'environnement, soit des effets de serre. Un autre domaine où il est important de détecter les molécules à l'état de trace, c'est le domaine des hydrocarbures, où la connaissance précise d'un mélange gazeux permet d'améliorer énormément l'efficacité énergétique d'une industrie, et donc de faire gagner de l'argent aux clients. Tout ça peut se faire à l'aide d'un laser. Alors je vous explique comment, c'est très simple. On a un faisceau lumineux qui passe à travers le milieu qu'on cherche à analyser. Si la longueur d'onde du laser a été bien choisie, seulement si la molécule qu'on cherche à détecter est présente, on va avoir une atténuation du faisceau lumineux. Cette atténuation est proportionnelle à la quantité de gaz qu'on cherche à détecter, ce qui fait qu'on est à la fois sensible et à la fois spécifique. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir avoir une source lumineuse qui soit exactement à la bonne couleur pour détecter la molécule. Et les molécules dont on parle ici, en fait, ce sont des molécules qui absorbent dans l'infrarouge. Et jusqu'alors, il n'existait pas de source abordable dans l'infrarouge capable d'émettre le bon faisceau lumineux à la bonne longueur d'onde. Donc on a un besoin d'une télécommande qui fonctionne et de sources innovantes. Et ce besoin de sources innovantes, en fait, il venait du fait qu'on sait faire des lasers à d'autres longueurs d'onde. Et pourquoi on ne sait pas en faire dans le moyen infrarouge? Parce qu'il n'existe pas de matériaux à l'état naturel qui nous permettent de construire le laser. Donc on s'est dit, finalement, la communauté s'est dit, comment faire? Peut-être essayons d'imiter la nature. Pourquoi est-ce qu'on a des signatures dans le moyen infrarouge? Bien, en fait, lorsqu'on regarde la molécule, elle est toute petite. Et lorsqu'on regarde la physique à l'échelle d'un nanomètre, on a des effets qui s'appellent des effets quantiques, qui font que cet objet-là va avoir une signature en absorption lumineuse qui est très spécifique. Alors donc, si on arrive à reproduire cet effet dans un matériau, peut-être qu'on arrivera à générer cette fois-ci de la lumière à ces longueurs d'onde-là. En 1960, il a été proposé simplement de réaliser une petite couche de matériaux, cette petite couche faisant elle-même simplement quelques nanomètres, afin de reproduire des effets quantiques. Donc c'était déjà une étape très importante, et il a fallu attendre 13 ans, en 1973, pour que la même personne, Rudy Kazarinov, propose d'empiler un millier de ces couches-là, afin de pouvoir, cette fois-ci, générer de la lumière dans le moyen infrarouge. Donc on a une proposition qui est réaliser des couches de 1 nanomètre, 2000 couches les unes sur les autres, c'est-à-dire un atome d'épaisseur. En 1973, ce n'était pas possible. Donc il a fallu attendre un développement très important de la recherche technologique pour qu'en 1994, au sein des Bell Labs aux États-Unis, puisse être fait la première démonstration de l'effet laser sur ce matériau. Donc vous avez ici une coupe. Donc là, c'est au microscope électronique qui permet justement de regarder à l'échelle atomique la matière. On voit ici des couches les unes au-dessus des autres, très très précises. Et finalement, ce n'est qu'en 1994 que la maturité technologique au niveau mondial a permis d'envisager ce dispositif d'un point de vue pratique. Donc ça, c'est la grande histoire, je dirais, puisqu'on n'y apparaît pas. Et la suite de cette grande histoire, si ça veut bien avancer, parce que je crois que c'est notre histoire. Donc à partir de cette invention au sein des Bell Labs, en 1994, les Bell Labs sont devenus, au fil du temps, Alcatel-Lucent. Thomson s'est intéressé à cette technologie et Thomson est devenu Thales. Et le CEA-Leti les a rejoints pour maturer ce type de technologie au sein du 3.5 Lab dont vous avez entendu parler ce matin. En 2014, il s'est avéré que la maturité technologique de cet objet était suffisante pour être utilisée en tant que produit. Ceci dit, ce n'était pas la vocation du 3.5 Lab de fabriquer et de ce type de dispositif. Donc on a décidé de réaliser une spin-off du 3.5 Lab
qui s'appelle MirSense et qui a pour vocation de sortir l'objet du laboratoire, ce qui était une première chose, et ensuite de le rendre accessible au client pour qu'il ait son plein développement commercial. Alors, quels sont nos... Finalement, une fois qu'on a parlé du laser, on n'a pas parlé de notre produit. Donc, voici le laser qui fait quelques millimètres de côté. Ce laser-là permet d'émettre justement le signal lumineux qui permet de détecter une molécule. Il est protégé, et ça c'est très important, par une dizaine de brevets qui non seulement nous protègent, mais aussi nous donnent un avantage concurrentiel vis-à-vis de tous les autres acteurs du marché. Et en créant la société MirSense, on a emmené avec nous 15 ans de savoir-faire accumulé sur le sujet. Ceci dit, ce n'est toujours pas un capteur chimique, comme vous pouvez le voir. Donc il faut lui adjoindre une électronique qui permet déjà de l'utiliser. Si on veut détecter non pas un gaz, mais plusieurs gaz, on lui adjoint un certain nombre d'autres lasers, puis une cellule dans laquelle le gaz va circuler, des détecteurs, et l'ensemble, l'ensemble peut rentrer dans la taille d'une boîte de cigarettes. C'est relativement volumineux par rapport à certains objets, mais c'est très 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 petit par rapport à des appareils qui aujourd'hui réalisent la même fonction de détection. Il y a un facteur 100 dans le volume de l'objet. Aujourd'hui, cet objet-là est à l'état de prototype, mais pour que la société commence à vivre et puisse se développer, on a été capable, et ça c'était important, de vendre des étapes intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a pu vendre des lasers qui sont capables de détecter plusieurs gaz dans un équipement, ainsi que des lasers simples qui vont permettre la détection d'un seul gaz. Donc en fait, cet objet-là, par exemple, est déjà aujourd'hui vendu par la société de manière routinière. Alors ça, c'était pour la partie technique. Maintenant, pour la partie humaine, et c'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, mon associé Michael Brun du CEA et moi-même de 3.5 Lab, nous sommes entourés tout d'abord d'Incuballiance. Alors en 2014, quand le projet était à une phase, je dirais, de réflexion avancée, on est venu frapper à la porte d'Incuballiance pour qu'il nous aide à nous transformer de chercheurs, d'ingénieurs de R&D vers des entrepreneurs. Donc à travers des cycles de formation, on a pu commencer à entrevoir ce qu'était être un entrepreneur. Parce que si on en avait l'envie, on n'en avait pas forcément les compétences. On a donc continué notre parcours, continué à se former, en passant à travers d'autres organismes qui soit nous ont aidés à continuer à grandir en tant qu'entrepreneurs, soit nous ont permis aussi de nous financer. On a parlé par exemple du concours iLab, qui nous a permis cette année de renforcer notre financement en R&D. Et puis, on s'est aussi entouré, pour ce qui est d'avoir une vision extérieure objective de notre projet, d'un comité scientifique qui est constitué ici d'un expert de l'utilisation de ces composants, un expert mondial, ainsi qu'un des inventeurs du laser au Bell Labs. Vous avez vu la photo tout à l'heure. On s'est aussi entouré d'un point de vue entrepreneurial de serial entrepreneurs qui nous évitent finalement de faire les erreurs ou de trébucher ou peut-être d'aller dans les mauvaises voies au démarrage de la société. Et l'objectif étant bien sûr toujours de rester à la pointe de l'innovation et de préparer le futur, on s'est associé de manière durable avec le CEA de manière à pouvoir être accompagné par rapport à une demande client vers une idée, une preuve de concept et ensuite une maturation, le CEA étant là avec un arsenal, je dirais, non seulement de savoir-faire, mais un arsenal technologique qui nous permet de rester toujours à l'avant de la vague. Alors les étapes à venir, aujourd'hui, comme toutes les startups, on se retrouve en général avec un produit dont on n'est pas complètement satisfait, mais qui permet d'adresser un marché de niche, marché de forte valeur ajoutée qui est capable de payer le composant en l'état. Notre objectif dans les mois qui viennent, c'est de pouvoir réaliser un développement international, puisque la portée de notre composant est tout de suite mondiale. En fait, le marché de la détection des molécules dans le domaine de l'écologie est un marché mondial, qui est principalement tiré par les applications écologiques. Pour ça, il nous faut encore maturer notre produit pour le rendre plus compact et moins cher à produire. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on est à la recherche de financement. Et ce financement-là est un financement de 2 millions d'euros qui nous permettra à la fois de financer notre R&D en collaboration avec le CEA, d'industrialiser les composants pour les rendre plus compacts, moins chers à produire,
d'assurer notre besoin en fonds de roulement, qui est souvent un des problèmes auxquels sont confrontées les petites sociétés quand on sont en phase de croissance, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'argent avant d'avoir des rentrées, et ça, c'est une problématique qui peut finalement tuer une société quand bien même elle aurait des très fortes commandes, ce qui peut paraître paradoxal. Et enfin, et bien sûr, principalement, réaliser le développement commercial, c'est-à-dire avoir une force marketing et commerce digne de ce nom, nous permettant d'effectuer notre déploiement commercial à l'international. Et je vous remercie.